D'abord, est-ce qu'il y en a qui veulent que je... So, is there anyone that wants me to do the presentation in English, or everyone okay with French? Screw that guy. Ok. Take Bon, a bah, nap. ce sera du français. En fait, t'as juste... Je m'appelle Nicolas Roard, je travaille sur Android depuis quelques années, principalement sur la WebView et le navigateur. Et l'année dernière, en gros, j'ai commencé à travailler sur la galerie, l'appareil photo et entre autres un nouvel éditeur photo dans la galerie. Donc, bah, c'est un peu, je vais parler un peu de ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec pour faire de l'imagerie En fait, ça va être peut-être plus dur pour moi en français qu'en anglais, mais I feel the same. Yeah, right. Ok, je suis désolé, je crois que je vais le faire en anglais. So basically, what you want to do is something that works well with everything. No. Idéalement, on veut quelque chose qui marche partout, on veut quelque chose qui marche rapidement, on veut quelque chose qui marche en n'utilisant pas de mémoire, et ça marche sur des grosses images, et tout ça soit super rapide. Chat, en français, on appelle ça le beurre avec le beurre. Et donc, en gros, comment on le fait Eh ben, en fait, on le fait pas, mais on fait semblant, quoi. Donc, le photo-éditeur sur lequel j'ai travaillé implémente des éditions non destructives. On fait du processing sur des images à leur taille d'origine, ce qui, de façon assez surprenante, il y a beaucoup d'éditeurs photo qui ne font pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. On peut combiner plein d'effets, de filtres différents de façon très libre. Et l'idée de base du logiciel, c'était de faire un éditeur photo qui soit très simple d'utilisation, qui réponde à des utilisations simples. Vous n'avez pas besoin de connaître l'édition photo pour déjà en tirer parti. Mais si vous savez plus, ou si vous voulez découvrir plus, le logiciel devrait un peu grandir avec vous, quoi. Vous laisser de ne pas vous bloquer pour faire des choses plus complexes. Donc l'édition non destructive, en fait, quand on parle de ça, on parle simplement du fait que si on change quelque chose, par exemple, je change le contraste de mon image, j'aimerais bien pouvoir le remettre à zéro ou lui mettre une autre valeur et ne pas perdre de qualité. On doit pouvoir revenir même à l'image d'origine, même après beaucoup de filtres. L'autre chose qui est assez... dont on parle souvent quand on parle de ce genre de non-destructive edit, c'est de pouvoir réouvrir une image qui a été éditée et pouvoir rechanger les choses, là encore, sans perte. Alors je vais vous parler pas mal dans ce talk de RenderScript. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, je vais vous expliquer. Pour le moment, simplement, c'est juste un truc sympa qui va vous permettre de faire de l'image processing de façon bien plus rapide. Je vais passer ça parce que c'est pas super intéressant, c'est les différentes versions sur lesquelles on a travaillé avec les différentes étapes. Donc la première version était relativement sommaire, mais déjà amener un peu l'architecture de base et le modèle de base. On a ensuite bossé sur l'éditeur photo dans l'application J+. Google a racheté une compagnie, une boîte allemande en novembre dernier qui s'appelle Nik, qui faisait un logiciel qui s'appelait Snapseed, que vous connaissez peut-être. On a porté ces filtres de Snapseed, on les a portés en RenderScript et on les a intégrés dans notre solution, et du coup c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire leur éditeur pour eux. En juillet, on a sorti 4.3, donc avec des améliorations, tout un point, et une nouvelle interface utilisateur tablette. Et finalement, la dernière version qu'on vient d'annoncer, qui rajoute encore d'autres effets plus avancés, entre autres la saturation par canaux de couleurs qui est assez sympa. Moi j'aime beaucoup. Et puis une chose assez classique, une nouvelle version du peaufinage, quoi. Du côté utilisateur, ce qui est immédiatement visible, c'est qu'on finalement on a mis en route la possibilité de pouvoir rééditer une image après coup, alors qu'avant, en fait, à chaque fois qu'on avait la notion de non-destructive edit, mais c'était uniquement pendant l'édition. Du moment où vous sauviez l'image, c'était fini, après ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Là, maintenant, on le fait, puis on a rajouté bien évidemment des supports pour des nouvelles fonctionnalités comme l'impression, des choses comme ça. Donc, pour voir un petit peu, pour mettre un peu en perspective ce dont je parle en termes d'architecture, voilà juste une petite démo de l'éditeur actuel. Donc ça, c'est la galerie. Et, on charge une image dans l'éditeur. Vous voyez de suite qu'on a des looks prédéfinis qu'on peut appliquer. Voilà, donc, il y a plusieurs trucs prédéfinis comme ça. On peut toujours revenir et comparer à l'original. On peut zoomer, bien sûr. On peut appliquer des bordures, des opérations géométriques comme recadrer l'image, etc. Le côté le plus intéressant pour moi, ce sont tous les effets comme ça, par exemple contraste, mais on a toute une série de filtres un peu plus basiques, mais qui peuvent être combinés pour vraiment être riches. Si on va sur le Applied Effect, on vous montre en fait tout ce qui s'applique dans le pipeline. Et on peut utiliser cette UI pour à la fois effacer des éléments du pipeline ou l'utiliser pour naviguer. Donc j'avais appuyé sur contraste et on allait directement dans l'outil contraste. Donc ça c'est l'exemple de la saturation qui marche sur les canaux de couleurs. On peut faire des choses assez sympathiques. On peut faire de la sélection partielle de l'image. Donc au lieu d'appliquer sur l'ensemble de l'image, juste appliquer ça sur une zone particulière. Donc voilà, après bon, je fais un peu le tour là, de plusieurs effets qu'on a. C'est relativement complexe. Enfin, pardon. Ça ne devrait pas être complexe, mais ça devrait être relativement complet. On a voilà, par exemple une outil courbe qui est peut-être un petit. Enfin, peut-être, c'est beaucoup moins grand public, mais il est là, c'est implémenté. Si vous savez l'utiliser, c'est très bien. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Il y a des outils plus simples qui sont là, qui sont présents. Donc en gros, voilà l'interface utilisateur qu'on a sur une tablette. Ça se tourne sur du Nexus 7. Si on sauve, on voit immédiatement le résultat. Vous pouvez, c'est à la résolution de base. Si vous rechargez, vous avez là encore accès à l'image d'origine. Vous pouvez revenir à l'image de base. Et là, je montre une dernière fonctionnalité qui est je mets un filtre noir et blanc, je rajoute une petite vignette et je vais sauver ça comme un nouveau look, un nouveau preset. Et ça, c'est sauvé dans une base de données. Donc, si on part de l'éditeur maintenant, on retombe sur l'image sans sauver, on retombe sur l'image qu'on avait avant. Si je redémarre, dans la liste des looks, maintenant j'ai le look que je viens de sauver, que je peux appliquer bien sûr. Donc si vous avez des effets que vous faites assez souvent sur les mêmes images, ou si vous voulez créer votre propre look, c'est une façon de faire. Bien sûr, ça s'applique sur n'importe quelle image qui est chargée par l'éditeur. Donc juste quelques infos additionnelles. On a donc UI pour la tablette, pour le téléphone. Les scripts, les filtres eux-mêmes sont implémentés soit en C, soit en RenderScript. En C principalement pour des raisons historiques. C'est relativement, ça marche relativement. La contrainte est principalement due à la mémoire. Voilà, je crois que l'image la plus grosse que j'ai chargée, c'était une image de 278 mégapixels, ce qui est peut-être pas très courant. Mais bon, ça marche, plus ou moins, parce qu'il y a des limitations suivant les filtres qui font de la recopie ou non, mais sur les filtres qui ne font pas de recopie, même une image aussi énorme que ça marche quand même. Et quelque chose qui moi me tient à cœur, la quasi-totalité de l'éditeur est disponible en logiciel libre. Donc bon, si l'imagerie vous intéresse, vous pouvez, c'est toujours intéressant de pouvoir regarder et d'avoir accès au code source. Donc une des contraintes que je citais tout à l'heure, c'est qu'il faut que ça marche partout. Et c'est vrai qu'Android, par rapport à d'autres écosystèmes, est beaucoup plus varié. On a des devices qui varient énormément en termes de capacité. Et si on écrit un logiciel, quelque chose comme un éditeur photo qui justement a besoin d'une certaine performance, c'est un peu délicat de faire quelque chose qui marche partout. Mon approche, personnellement, c'est de penser qu'en fait, on va tourner sur quelque chose de vraiment minable, parce que ça peut être le cas. Et surtout, si on pense de cette façon-là, quand ça tourne sur du matos correct, ben, ça tournera beaucoup mieux. L'idée, c'est en gros de regarder en fait, les capacités
du téléphone ou de la tablette, et de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut fournir comme expérience utilisatrice qui soit, voilà, qui puisse tirer parti au maximum des capacités données. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à quelle est l'expérience minimale qu'on puisse fournir et quels sont les éléments de cette expérience-là qu'on peut améliorer suivant si on a plus de mémoire ou si l'écran est plus détaillé, etc. Alors, l'image processing, bon, je pense, même si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vais vous faire un résumé assez rapide. On prend une image de base, on applique un filtre, et on a une nouvelle image. C'est excessivement compliqué. Et comment on fait ça sur Android? On peut faire ça, en fait, il y a plusieurs approches. Hein. On peut faire ça en Java, ce qui est une très très bonne idée. On peut utiliser du code natif, on peut utiliser de l'OpenJLIS 2 avec les shaders, ou on peut utiliser RenderScript, dont on va bientôt parler. Alors Java a quelques API qui marchent excessivement bien, particulièrement GetPixel qui fait un appel de JNI à chaque fois, ou CopyPixel to Buffer qui vous donne des données qui sont pré-multipliées, ce qui est très très pratique quand on fait de l'imagerie. Et puis évidemment, on est en Java, donc on crée des objets, et donc le garbage collector s'amuse bien, et l'interface RAM. Le code natif, c'est pas si mal pour faire ce genre de traitement, parce que on peut passer un bitmap à travers JNI, et en fait on se retrouve avec quelque chose qui est c'est un pointeur sur des quarts, sur des octets. Par contre, c'est du GNI, c'est du natif, c'est un peu lourdingue, s'il faut que ça marche sur des architectures différentes, c'est toujours un peu compliqué. Les optimisations qu'on peut faire, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on fait les choses à la volée, est-ce qu'on fait des choses précompilées, enfin, ça a tendance quand même à restreindre un petit peu ce que vous pouvez faire. Et puis, si vous voulez vraiment optimiser les choses, avoir des choses qui utilisent par exemple tous les corps du CPU, etc., de suite ça devient beaucoup plus compliqué, il faut faire du threading. OpenJLIS, c'est une autre façon de faire. L'intérêt, c'est que c'est rapide, la plupart du temps. Les GPU actuels sur mobile sont plutôt performants. Par contre, les performances là varient beaucoup. Les fabricants de GPU en général, là encore, sont très 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 bons à faire de l'assurance qualité et à faire en sorte que tout marche exactement de la même manière. Il n'y a aucun problème. Vous n'aurez jamais un problème comme ça où quelque chose qui marche très bien sur un téléphone particulier va ne pas marcher sur un autre téléphone. Ça n'arrive jamais, donc ça c'est quand même très pratique comme technologie. Et bien sûr, il y a aussi des petits détails comme une des raisons justement que pas mal d'éditeurs photos sont assez souvent limités à du 2048 par 2048, c'est que c'est souvent la taille maximale d'une texture en OpenGL. Donc c'est une technologie qui est bien, si on arrive à faire les choses correctement, ça marche bien, mais il y a quand même pas mal de contraintes. Pour moi, la contrainte la plus importante, c'est que si on veut que ça tourne bien avec des shaders, il faut vraiment faire des shaders spécifiques pour ce qu'on veut faire. Donc ça veut dire, ça sous-entend que la plupart du temps, on va se retrouver avec des pipelines graphiques qui vont appliquer des filtres, qui sont en fait fixés, ils ne vont pas vraiment changer. On va coder des shaders qui font différents trucs. Et pour être sûr qu'ils marchent bien partout, on va limiter le nombre d'opérations qu'on peut faire. Donc ça n'est pas tout à fait dans ce que vous voulez faire, nous. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris d'OpenGL. Et on arrive sur RenderScript, qui est une technologie qui existe sur Android. Je vous laisse lire ça, je pense que c'est parlant. Ça vous montre bien que l'équipe RenderScript sait excessivement bien vendre leur technologie. C'est très clair. Et on sent quand même bien la magie de la chose. Personnellement, je pense qu'on peut résumer un peu RenderScript plutôt comme ça. On écrit en fait des fonctions qu'ils appellent kernel, dans un langage un petit peu comme du C, avec des extensions vectorielles. L'autre intérêt, c'est qu'il y a des fonctions intrinsèques au langage qui sont assez pratiques, entre autres quand on fait de l'imagerie. On peut directement accéder justement aux 4 champs RGBA, etc. Ça ressemble en fait pas mal à des shaders GL. L'intérêt, c'est que RenderScript en fait, exécute ces kernels-là en parallèle. Et l'autre gros intérêt, c'est que
Ça marche soit sur du GPU s'il y a des drivers, donc ça c'est le cas sur, entre autres sur tous les devices Nexus. Mais pour moi, le vrai avantage de RenderScript, c'est qu'ils ont un back-end CPU qui est vraiment très très bon. En gros, ils utilisent LLVM comme front-end, et ça leur permet de faire des passes d'optimisation. Ils génèrent tout un ensemble de threads, donc tout ça s'exécute en parallèle, et en fait, l'intérêt c'est qu'on n'a pas vraiment à s'occuper de ça, ça a tendance à marcher. Donc nous, quand on a commencé à porter, donc sur la première version de l'éditeur, c'était que du C. Alors c'était pas du C particulièrement optimisé, mais bon, c'était du C assez classique, qu'on peut l'implémenter sur une première passe. Donc c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux. Mais quand on est passé sur RenderScript, sans rien faire d'autre que de réécrire ça en RenderScript, de suite on a gagné 5 à 10 fois la vitesse suivant les filtres. L'autre avantage, c'est que comme justement il y a toutes ces fonctions qui sont dans le langage, et on peut travailler directement sur des vecteurs, en fait la réécriture a tendance à rendre les algorithmes beaucoup plus lisibles. Et puis finalement, comme c'est sur du LLVM, si demain on veut exécuter ça sur d'autres architectures de CPU, ça marche très bien. On n'a pas à s'en occuper. Donc pour moi, RenderScript c'est une façon d'écrire du code natif sans les inconvénients du code natif. Et c'est eux qui s'occupent de l'optimisation et de faire du trading, etc. Romain Etchet tout à l'heure le mentionnait, régulièrement l'équipe de RenderScript améliore les performances. Donc sans rien faire, votre application va marcher de mieux en mieux. C'est bien. Voilà, donc ça répète un peu ce que je disais là. C'est pas mal rapide, il y a un support CPU, ce qui permet d'être relativement sûr que les choses vont marcher dans n'importe quel device. Il y a une librairie de compatibilité, ça veut dire donc si vous pouvez, on l'a même fait, bon, c'est pas très pratique, mais on l'a même fait tourner sur un device Froyo. Bon, je vous conseille pas, mais au moins ça libère ça, on n'a pas à faire des versions spécifiques pour ICS, pour Jelly Bean, pour KitKat. On sait que de toute façon, si on compile avec cette compatibilité librairie, ça va marcher. Et sur les devices un peu plus récents qui ont des drivers GPU, eh ben, ils utiliseront les drivers GPU. Sur des devices qui sont un peu plus anciens, on utilisera le backend CPU, mais voilà, qui est vraiment pas mal. Il y a quelques problèmes quand même avec RenderScript. Entre autres, on ne peut pas allouer de mémoire dans les fonctions. Donc pour l'imaginer, en fait, c'est pas très gênant, mais c'est vrai que ça peut être gênant suivant ce que vous voulez faire avec RenderScript. Et l'idée de RenderScript, c'est qu'en fait, RenderScript, on écrit ces scripts qui vont faire du traitement sur des allocations, sur de la mémoire, mais on contrôle en fait l'exécution et on contrôle qui alloue la mémoire à travers soit Java, soit à travers du code natif. Récemment, RenderScript les ingénieurs qui travaillent sur RenderScript ont donc sorti une librairie de compatibilité pour appeler RenderScript au niveau natif. Même sans vouloir faire du RenderScript, c'est-à-dire même sans avoir codé, il y a une série de classes qui existent. Bon, par exemple, si vous voulez faire du blur sur une image, vous n'avez pas à coder. Vous pouvez simplement passer à une instance de script intrinsic blur, vos allocations qui contiennent votre image, et ça va vous faire le boulot. Là-dedans, bon, ce sont des briques de base, hein, bien sûr. Il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. Le 3D LUT, ça permet de faire des opérations assez sympathiques au niveau couleur. L'autre truc qui est assez intéressant aussi, c'est les script groups, qui en fait permet d'avoir, si on a plusieurs scripts RenderScript, de créer en fait un pipeline de scripts qui s'exécutent. C'est pas encore le cas, mais l'idée c'est que dans le futur, le RenderScript pourra utiliser cette information-là et le fait qu'on ait plusieurs scripts qui communiquent entre eux, donc un qui fournit au suivant, etc., pour pouvoir faire des optimisations assez intéressantes. On peut imaginer si vous avez par exemple deux filtres qui font du traitement de couleur, qu'au lieu de passer un filtre puis de relancer le deuxième, on puisse collapser ça sur un seul filtre. Donc les allocations
En gros, c'est de la mémoire. C'est ce sur quoi les scripts vont travailler. Il y a des options pour créer des allocations qui sont assez sympas, comme pouvoir les lier directement sur une surface texture. Donc ça peut être des optimisations assez intéressantes. L'autre chose qui est assez intéressante pour du traitement d'image, c'est que vous pouvez créer un objet bitmap Java et avoir l'allocation qui en fait partage la même mémoire que ce bitmap. Donc vous ne pouvez pas avoir une double allocation. Donc ça ressemble à ça en gros. En fait, c'est un peu comme une fonction C avec juste un attribut qui dit que c'est un kernel. On passe un uChar_cap qui est juste un vecteur de unsigned car, et on retourne ça. Donc c'est relativement simple. Comme exemple, à la fois plus simple et un petit peu plus compliqué, ici on a une fonction RGBA to alpha qui prend un uCar en entrée et qui retourne juste un uCar en sortie, simplement en retournant le champ rouge. Comment on l'utilise? En fait, le build system va automatiquement créer une classe JavaScript SIGRE qui va faire la communication avec RenderScript. Il suffit donc ensuite d'allouer une allocation in. Là, vous pouvez regarder qu'on dit qu'elle va être utilisée par un script, on dit qu'on n'a pas besoin de bitmap, et on dit que c'est basé en fait à partir d'un bitmap, que j'ai pas mis là, mais juste un bitmap normal Java. Pour l'allocation qui va en fait contenir le résultat, on peut utiliser un type builder. Donc là, en gros, on va simplement lui dire, on crée un type builder avec une taille qui est la même en X et Y que le bitmap dans l'entrée. Et qu'est-ce qu'il contient? Il contient juste un octet. Enfin, c'est une série d'octets, quoi. Et créer une allocation out de cette façon-là, on peut la créer en utilisant ce type builder, en passant les mêmes options. Et l'invocation du script qu'on a vu tout à l'heure se fait simplement en faisant for each underscore et le nom du kernel qu'on avait en passant in and out. Et si vous faites ça, vous avez automatiquement donc, dans out un champ d'octet qui contient simplement le champ rouge de l'image d'origine. Pour faire une petite comparaison rapide, ça c'est l'implémentation du vignette dans l'éditeur, et c'est la version en C. C'est relativement... c'est en deux parties. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Vous voyez qu'on reçoit un bitmap, on bloque le pixel, on fait des trucs avec les paramètres, et puis ensuite, sur tous les octets, on détermine là où la distance par rapport à la vignette, et puis il faut manipuler, bien sûr, dans le tableau de destination, les trucs à la main, mais bon, c'est pas non plus dramatique. La version RenderScript, en fait, elle fait un petit peu peur au début comme ça, mais en fait, elle est bien plus simple. On unpack en l'entrée, on récupère un float 3, qui est simplement un vecteur de float. Et là, ce qu'on fait, donc on fait un peu le même genre de calcul qu'on faisait en C au niveau de la distance. Là, par contre, le truc qui est très intéressant, c'est qu'on multiplie directement les éléments x, y, z, donc en fait le RGBA de ce pixel sur lequel on travaille en ce moment, et on le multiplie par une matrice de couleurs. Donc là, en faisant simplement ça, au lieu d'avoir juste une vignette de base, d'un coup on a une vignette qui peut en fait appliquer une matrice de couleurs, donc on peut avoir de la désaturation ou quoi que ce soit, simplement en faisant ça. Donc ça, c'est un exemple qui montre l'intérêt d'avoir ces fonctions intrinsèques à RenderScript qui peuvent aider pas mal. Donc là, le code, en fait, paraît à peu près, tient sur une page au lieu de deux, mais surtout fait beaucoup plus de choses que la version C. Et puis on finit par simplement repacker le résultat et l'envoyer en sortie. Comment l'utiliser, ce qu'on vient de voir? On crée un contexte RenderScript à travers un contexte normal. On crée une allocation comme on l'a vu tout à l'heure. Une allocation out, on peut aussi la créer simplement en référençant le type de l'allocation en entrée. Et on appelle le for each, en l'occurrence avec vignette. Donc, alors en fait, c'est pas dramatiquement dur à voir, c'est un peu différent de ce
ce qu'on a l'habitude, mais on a voilà, tous ces avantages. Une autre option assez intéressante, c'est qu'on peut avoir quand on exécute un kernel comme ça, on peut passer des options. Et une des options très pratiques, c'est au lieu de dire on va traiter l'entier de l'allocation d'un seul tenant, on va en fait, là je dis qu'on va faire simplement de 0 à width et on part de la ty à ndy. Donc en fait on va simplement faire on va faire le filtering de l'allocation de l'image que je suis en train de traiter, mais on va faire ça simplement sur une borne. Et ça va être c'est très pratique dans un éditeur comme ça, parce qu'en fait on va faire du traitement qui prend du temps. Et si l'utilisateur agit sur l'interface, on veut pouvoir interrompre ce qu'on est en train de faire parce que l'utilisateur demande quelque chose d'autre. Donc ça, c'est une façon de faire une interruption. On peut simplement ensuite regarder sur un flag quelconque qui serait mis si l'utilisateur a fait quelque chose. Et donc, au lieu de faire au lieu de processer l'entier de l'allocation, on fait ça ligne à ligne, ou bande à bande, ou tile à tile, ou comme vous voulez. Pour un éditeur photo, mais bon, c'est valable sur n'importe quelle application Android, le problème, c'est qu'il ne faut rien faire sur le thread d'user interface, parce que si on fait ça, ça rame, et l'interface va faire du stuttering, et ça ne faut pas. Donc, toutes les tâches complexes, le filtering bien sûr, mais comme le charger une image, on doit faire ça sur un thread en background. Il y a des options que vous connaissez probablement, mais je vais passer très rapidement au niveau du chargement de bitmap. Donc on peut, sans avoir à charger l'entier du bitmap, on peut passer cette option-là juste pour décoder en fait le temps du bitmap. Si vous voulez simplement connaître la taille d'un bitmap que vous chargez, vous n'avez pas à le charger entièrement en mémoire, vous faites juste ça et c'est beaucoup plus rapide. Une autre option intéressante, c'est si vous avez une grosse image que vous chargez et que vous voulez afficher à l'écran, mais qu'en fait à l'écran vous avez une image qui est toute petite, ça peut être très intéressant de faire un décodage de l'image en fait en sautant des pixels. Donc on passe à une sample size qui doit être une puissance de 2 et en gros ça vous retourne une image qui est divisée par cette valeur. Pour calculer ça, on peut avoir un code un peu de ce style-là où on calcule cette puissance de 2 jusqu'à ce que la destination corresponde à ce qui nous intéresse. Une autre option qui est bien pratique, bon, je pense que vous savez tous les problèmes avec le garbage collection et l'impact que ça a au niveau utilisateur. Depuis Android 3.0, on a la possibilité de réutiliser les bitmaps. Donc si vous avez des bitmaps qui sont là plutôt que de les laisser se faire désallouer par la garbage collection, mais que vous êtes en train de charger un nouveau bitmap, passez-le parce que s'il se fait réutiliser, c'est toujours ça de gagner. L'autre chose qui est très pratique, en l'occurrence pour le photo editor, quand on zoome, au lieu de charger une image entière et de la retailler, on peut simplement passer un rectangle de la partie qui nous intéresse et décoder uniquement ça. En général, pareil, on veut éviter les garbage collection, donc essayez de cacher les bitmaps comme vous voulez. Il y a une classe LRU qui existe dans la support lib. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire la vôtre. C'est pas très important, l'important c'est que vous ayez du cache. Pour faire l'interaction en temps réel comme ça dans l'éditeur, il y a quelques règles de base. Évidemment, tout doit passer sur un thread en background. Essayez de minimiser les allocations. Si vos filtres qui font du processing sont rapides, c'est mieux, et RenderScript aide pas mal de ce point de vue-là, mais ça ne suffit pas. On peut gérer du cache dans le pipeline lui-même, on peut avoir une résolution de l'image qu'on montre à l'utilisateur qui soit plus ou moins basse résolution. Pour la preview du système, ce qu'on a utilisé, c'est simplement un triple buffer. Donc comme ça, l'interface utilisateur peut récupérer le dernier bitmap, on peut faire le processing, mais il n'y a aucun log, on attend nulle part et on ne fait pas d'allocation. Sur la preview lui-même, en général, on travaille avec une preview qui est assez faible résolution, ce qui permet de faire le traitement relativement rapidement, donc ce qui donne une interface très réactive pour l'utilisateur. Et là, on a de la chance parce qu'on travaille sur des images, et en général, des images qui changent, puisqu'on est en train de changer les paramètres, le contraste, ce que vous voulez.
et ça permet d'avoir rapidement un feedback à l'utilisateur. Dès qu'on a une nouvelle valeur qui change dans la pipeline, on demande au système de redessiner cette preview. Et en tâche de fond, on schedule des demandes pour faire des previews en plus haute qualité. Chaque fois que l'utilisateur change ça, on repousse ces previews, donc on les fait un petit peu plus dans le futur. Bon, c'est de l'ordre de 300 millisecondes, 400 millisecondes, quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder sur votre application, ce que vous faites. C'est parce que plus vous repoussez, plus il y a de chances que vous n'ayez pas à exécuter quelque chose pour rien. Mais plus vous repoussez, plus ça va être lent, entre guillemets, à arriver à l'utilisateur une fois que l'utilisateur arrête de bouger les choses. Une façon de faire pour en fait donner l'impression à l'utilisateur que les choses sont bien plus rapides que ce qu'elles sont réellement, c'est d'utiliser donc une basse résolution pour la preview de base, mais par contre d'avoir tous les éléments de contrôle, donc par exemple sur la vignette qui montre donc un cercle qu'on peut bouger, etc. Ces éléments-là sont dessinés dans l'interface utilisateur, donc elles peuvent être animées très rapidement. Romain a écrit le hardware render qui permet que ça tout soit dessiné à l'écran rapidement. Et en fait, en pratique, le fait que les contrôles eux-mêmes sont très rapides et réagissent instantanément à l'utilisateur, c'est beaucoup plus important que d'avoir le traitement d'image lui-même qui soit un petit peu délayé d'une demi-seconde. Pour montrer la résolution maximale de l'image, idéalement ce que vous voudrez faire c'est utiliser un time-based rendering, c'est-à-dire en fait découper l'image en petits carreaux qu'on puisse réutiliser. Parce que si vous êtes en train de scroller, au lieu de devoir repeindre l'entier, vous avez simplement à repeindre les carreaux qui viennent d'être découverts, mais donc c'est beaucoup plus efficace. On n'a pas eu le temps de faire ça, donc on utilise le Bitmap Factory pour simplement calculer l'intersection avec le viewport. On récupère cette zone-là de l'image et c'est celle-là qu'on filtre. Le problème avec ça, c'est que chaque filtre doit être au courant de où il est dans l'image. Alors sur certains filtres, c'est pas gênant parce qu'ils n'ont pas plus que ça de différence de traitement suivant où ils s'appliquent. Mais si par exemple le filtre de vignette, lui, a besoin de savoir où il est parce que le traitement est différent suivant la partie de l'image qui est travaillée. Donc on a fait ça sur quelques-uns des filtres, pas sur tous. L'intérêt, c'est que si on avait ça sur tous les filtres, on pourrait aussi sauver les choses de façon bloc à bloc. Donc, théoriquement, pouvoir traiter des images de très très haute taille, même sur du matériel qui a très peu de mémoire. J'ai l'impression que je vous ennuie un peu. Mais on va peut-être passer sur ça. Il y a pas mal de détails sur le pipeline, sur les différents types de filtres qu'on a. Sur l'ordre du pipeline. Donc on essaye en gros d'avoir un ordre qui est simplement l'ordre que l'utilisateur applique. Et on range ça dans des classes de filtres différentes. Donc par exemple, les bordures de l'image seront faites toujours à la fin du pipeline. Voilà. C'est juste pour montrer ça, des filtres de couleurs qu'on voyait dans le premier étape dans l'interface utilisateur. En fait, c'est des fluid dilute. C'est une technique qui est utilisée pas mal dans les jeux vidéo, par exemple. En fait, c'est comme si on définissait un cube en 3D d'une matrice RGB. Et si on applique un filtre quelconque sur cette matrice RGB, en fait, on peut reproduire l'effet qui a été appliqué simplement en faisant une interpolation de ce cube. Donc sur les différents fils de couleurs que vous voyez tout à l'heure, on voit bien la différence sur les couleurs, par exemple dans Washout. On peut bien évidemment faire du cache dans le pipeline. Donc ça, c'est le modèle de base pour appliquer un filtre. En pratique, c'est quand même un peu plus quelque chose comme ça, où on a beaucoup plus de filtres qui s'appliquent à la volée. C'est un peu idiot parce que si on a juste un filtre à la fin du pipeline qui est en train d'être modifié, on se retrouve à devoir calculer le processing de l'image
en calculant l'image à chaque fois, pour chaque filtre du pipeline jusqu'à la fin. Donc en fait, ce qu'on fait, on n'est pas non plus totalement débile, simplement on garde celui-là, et du coup, le coup d'après, on repart de ce point-là, au lieu de devoir refaire tout l'entier du pipeline. Donc il y a comme ça des optimisations qui sont peut-être plus faciles à faire, pas dans RenderScript, mais plus du point de vue de votre traitement à vous, et vice-versa, il y a des choses évidemment qui sont optimisables bien plus facilement en RenderScript. Le problème de cette approche, c'est que si les choses changent au début du pipeline, ça ne marche plus. Mais en fait, la plupart du temps, les utilisateurs changent ce qu'ils viennent de rajouter en dernier. Donc en pratique, ça marche plutôt pas mal. Utilisation de mémoire, essayer de... donc ça dépend de votre device, essayer d'avoir un bon compromis entre ce que le device a comme capacité et ce que vous voulez donner à l'utilisateur. Il y a plusieurs API qui existent dans le système qui vous donnent des informations intéressantes sur la mémoire disponible, si c'est un low RAM device qui est une API qui viendra être rajoutée. Et en général, si le système vous dit on est en train de ne plus avoir de mémoire, essayez de réagir, ça peut être utile. Au niveau du futur, il y a plusieurs trucs qu'on pourrait améliorer. En termes de caching, etc. Donc il y a des choses au niveau RenderScript, donc sur les script groups qui peuvent pouvoir merger tous ces filtres de façon directement en fait à la compilation. Donc ça pourrait être pas mal. Et c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Au niveau du pipeline, on peut aussi faire d'autres choses. Les color cubes dont je viens de parler, par exemple, il y a pas mal de filtres qui peuvent être représentés de cette façon-là. Donc en fait, imaginez que c'est comme une matrice, une grosse matrice 3D, et si on a chaque filtre qui est fait de cette façon-là, on n'utiliserait pas forcément ça pour l'image finale, mais pour simplement la preview, on pourrait, là encore, calculer ces matrices-là et les regrouper en un seul bloc. Le code de streaming, donc pouvoir traiter l'image bloc à bloc, et donc pouvoir traiter potentiellement des images très grosses, même sans utiliser beaucoup de mémoire. On ne l'a pas fait, il y a une bonne partie qui est faite, il y a du code qui existe dans SPA que vous pouvez regarder, qui encapsule libJPEG et qui fait du streaming comme ça. Donc nous on ne l'utilise pas, mais si vous l'utilisez, c'est bien. Au niveau du framework Android, il y a plusieurs trucs qu'on aimerait faire cette année. On discute un peu et j'aimerais bien en fait avoir votre avis là-dessus parce que ça serait intéressant. On aimerait bien rajouter donc un pipeline de filtering directement dans le framework parce qu'il y a quand même pas mal de cas où dans vos applications vous voulez faire ce genre de choses et vous n'avez pas plus que ça envie de passer des week-ends à faire un éditeur photo. Donc si on avait un petit pipeline un peu simplifié avec des opérations de base, ça pourrait être pas mal. On travaille un peu aussi sur améliorer les performances pour chercher des images. Il y a 2-3 idées sur comment on pourrait intégrer le support des raw files ou la color correction. Et puis la tile view dont je veux un petit peu parler, qui est une façon de gérer en fait des grosses images qui ne tiennent pas forcément dans votre device, mais de pouvoir gérer ça pas mal, pouvoir scroller, etc. Donc ça c'est un exemple d'une tile view avec lequel je joue un peu en ce moment. Donc ça c'est une image de 110 mégapixels. Là on utilise 60 tiles et on consomme 15 mégas en mémoire. Ça marche mieux que si on a chargé entièrement, je pense. C'est du Nexus 7. Mais là, je l'ai testé aussi sur du Nexus S et ça marche. Juste pour montrer rapidement sur la tile view, ça c'est la classe hiérarchique que j'ai en ce moment. Donc, en gros, on a une tile view qui gère toute l'interaction pour vous, qui fait le zooming, tout le tintouin. Cette tile view, elle a une tile grid qui contient des tiles. Et ces tiles, en fait, sont contenues dans un tile cache. Maintenant, l'intérêt, c'est comment est-ce qu'on dessine en fait les tiles, ces petits blocs qu'on peut réutiliser. C'est dessiné par un tile view adapteur. Par défaut, j'ai un image tile view adapteur, donc si vous avez juste une image à dessiner, c'est très bien. Vous pouvez évidemment, du moment que vous répondez à une interface de ce type-là, c'est tout ce que vous avez fait. Vous implémentez un objet qui répond à ça,
vous le setez sur la view et ça, c'est tout, ça marche. Et voilà. Tu nous as montré l'éditeur de photos. Est-ce qu'il est dans la OSP ou est-ce que c'est uniquement sur de la ROM Nexus? Non, il est dans les deux. Donc là, il est sorti avec KitKat. Donc si vous avez KitKat ou si vous venez de recevoir votre nouveau Nexus, c'est là. Donc ça sera là quand vous le recevrez. Quand KitKat arrivera sur vos devices Nexus, vous le retrouverez aussi. C'est aussi sur OSP. Sur OSP, il y a une partie qui n'y est pas. Donc la partie qui n'y est pas, c'est la partie qui vient un peu plus directement de Nix Software, de Snapseed. Donc, mais en fait, c'est relativement limité. Il y a juste les bordures qui sont basées sur des images qui viennent de chez eux et le traitement local qui vient de leur technologie. Donc on a réimplémenté en RenderScript, mais bon, c'est leur technologie, donc ça on l'a pas mis en AOSP. Tout le reste, par contre, il y est. Galerie Photo Editor. On est très très bon au niveau marketing, peut-être même mieux que les mecs de RenderScript. Il y a même un truc mieux sur la OSP, on a un filtre qui fait du dessin. Vous pouvez dessiner sur l'image, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu le temps de terminer pour KitKat, mais qu'on a eu le temps de terminer pour OSP. Oui. Je vais rebondir sur la question en fait. Du coup, comme maintenant Nix Software fait partie de Google, quel est le devenir de Snapseed? C'est pas une question que je peux répondre. Oui. Est-ce que la tile view que tu as montrée, elle est aussi dans OSP ou pas encore? Non, ça, elle est juste sur mon code à moi pour le moment. Mais justement, c'est parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses encore à dégager en termes d'API. Ça, en gros, c'était juste pour montrer donc, voilà ce sur quoi je suis en train de travailler. Et si vous avez des idées, des suggestions ou des cas d'utilisation pour ce genre de choses, n'hésitez pas à me parler. Mon email est là. Donc, oui, dépêchez-vous quand même. Parce que mais voilà. Oui. Oui. Vous savez s'il y a des gens qui utilisent RenderScript? Oh, c'est une très bonne question. Oui. En l'occurrence, il y a un exemple que vous connaissez peut-être, une application qui s'appelle Vine, qui en fait utilise RenderScript. C'est probablement relativement faible, parce que si vous avez commencé à regarder un peu RenderScript, la documentation fait un peu peine à voir. Mais bon, c'est d'ailleurs très très dommage parce que en fait la technologie est très très bonne, mais oui, j'avoue que ça manque de documentation. C'est quand même quelque chose. On essaie d'améliorer les choses, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire non plus du jour au lendemain. Moi, ce que je peux vous encourager, c'est quand même jeter un œil sur cette techno parce qu'elle est vraiment pas mal. Oui, ça c'est l'autre problème. Maintenant, je sais pas, mais tu vois, je sais qu'ils ont des plans sur, pour de toute façon améliorer l'intégration dans l'IDE, etc. Là, ils ont finalement sorti quelque chose que nous on avait déjà en interne, qui était donc un niveau de compatibilité qui permet qui de suite, pour moi, change énormément de choses sur quel est l'intérêt dans RenderScript. Donc oui, clairement, les choses sont en train d'évoluer. Les choses vont dans une bonne direction, mais bon, oui. Oui. Alors, en fait, c'est une position qui est plus ou moins liée à la photogalerie. Ce serait une sorte une API en fait, qui permettrait de relier un appareil comme un Nexus 7 à un réflexe pour utiliser en fait le réflexe comme appareil photo et donc la Nexus 7 en tant que viseur. Alors, il y a plusieurs trucs. On a, en termes de, si vous voulez simplement brancher votre appareil photo, genre votre DSLR, sur votre tablette et importer les images, en fait, on a déjà un module d'import. Donc si vous ne le saviez pas, vous pouvez déjà faire ça. Par contre, c'est un peu limité parce que si on n'a pas du RAW, on n'a pas le support de RAW, etc. Il y a des logiciels sur Market qui gèrent le RAW, donc ça peut être une solution. En termes de simplement de piloter l'appareil photo, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de standard.
Donc il y a des applications sur Market qui font, d'ailleurs, quand on considère qu'il n'y a pas de documentation, c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à le faire, mais l'état des lieux n'est pas très joli à voir. C'est clair, il faut espionner en fait la communication par USB avec. Ouais, malheureusement c'est littéralement ça, et c'est vrai qu'il qu'il faut pas. Enfin, après, bon, les créateurs d'appareils photo ont tendance à être un petit peu réfractaires au progrès par moment, et ils ont tendance à regarder un peu les choses à eux. Justement, l'idée c'est que s'il y a une API Google qui donc, serait homogène pour les appareils de toutes les marques, ça serait pas mal. Ouais, ça serait bien, mais bon. Bon, moi je dis ça, a priori vous êtes la personne la plus proche du truc. Mais. Certes. Je dirais pas non, mais on a déjà ce Street View. Ok, merci. Oui. Il y a un back-end Android uniquement, on est obligé de tester les scripts sur Android ou il y a un back-end PC par exemple qui publie rapidement les scripts? Ça tourne sur Linux, mais la plupart, moi j'ai développé tout sur Android, mais RenderScript marche sur Linux. Donc après, bon, c'est des logiciels libres. Si vous voulez participer et fournir des implémentations qui tournent ailleurs, en fait ça serait pas forcément très compliqué parce que ça utilise la LLVM. Je sais que les ingénieurs quand ils ont porté ça sur Linux, ça leur a pris une semaine, par exemple. Bon, ceci dit, vu que c'est eux qui l'ont fait, ils connaissent probablement un petit peu mieux. Mais... Et c'est disponible dans le SDK je pense, oui, non. C'est dans l'ASP, je pense. Ça doit être dans l'ASP, oui. Ouais, peut-être pas dans la SDK, mais dans l'ASP. Ok, et merci. Merci beaucoup Nicolas, c'était encore super intéressant. Et du coup, il y a un truc qui est intéressant, il y a plein de trucs d'intéressants qu'a dit Nicolas. C'est qu'il a parlé de RenderScript en vous donnant des exemples d'usage plutôt sympas. Il a cité aussi le MDK. Du coup, je me dis que ce serait intéressant qu'on vous rappelle qu'on a eu une conférence avec deux Sylvain qui sont dans la salle, Sylvain Ratabouille et Sylvain Galland, qui nous ont fait l'un une conf sur du RenderScript avec ici risqué au live code d'ailleurs, Sylvain Galland si je me souviens bien. Et donc un truc qui est, si vous voulez démarrer RenderScript, vous avez un peu plus un truc from scratch sur comment démarrer un projet et un peu plus introductif que les highlights qu'a fait Nicolas, qui était super intéressant. Et pour le NDK, Sylvain Ratabouille, pareil aussi, c'était des choses assez qui permettent justement de bien démarrer avec des bons réflexes. Voilà, vous pouvez trouver ces vidéos sur le channel YouTube du Paris Android User Group. Donc si vous tapez Paris Android User Group dans Google, dans YouTube, vous allez tomber dessus. Et voilà. Sinon, j'avais une petite dernière annonce, je suis désolé, j'ai oublié de la faire tout à l'heure. C'est que le prochain événement du POG va être un peu original. On fait un appel aux témoignages en ce moment, et en fait, ça va être une session dédiée à des témoignages sur des gens qui ont développé des applications, qui ont eu un ou quelques petits défis à régler, et qui veulent nous faire un petit retour en 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, vraiment un truc sympa, focusé sur des petits trucs un peu particuliers, que ce soit au niveau market, que ce soit au niveau développement, que ce soit au niveau de n'importe quoi. Si vous avez eu un bon projet et que vous avez un bon retour d'expérience à nous faire partager, on est super preneurs. Pour revenir vers nous, vous allez, c'est le dernier post du blog du POG, c'est paug.fr. Vous allez dessus, vous allez le trouver. Et on attend vraiment vos retours parce qu'on espère que ce sera une session super intéressante. Mais bon, cette fois-ci, c'est vraiment vous qui allez nous donner le contenu. Donc on a besoin de vous. Voilà. Merci à vous. Juste deux derniers petits mots. Le premier, il y a une surprise à l'extérieur.